Ce matin, Brigue à vol d'oiseau se présentait ainsi. Les 12 000 habitants de la ville de Stockalper ont été aux premières loges pour constater la redoutable montée des eaux de la Saltina. La crue catastrophique de cet affluent du Rhône en 1993 était encore dans toutes les mémoires. Tous les hommes, dit ce témoin, tous les hommes ici ont peur d'une nouvelle catastrophe. Avec le feu, on peut faire quelque chose, mais contre l'eau, c'est beaucoup plus grave. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la liberté des cours d'eau? Alors la liberté des cours d'eau, c'est quoi? C'est déjà un vaste sujet, il y a des gens qui ont des avis différents sur cette question. Fondamentalement, un cours d'eau libre, c'est un cours d'eau qui peut évoluer au gré des crues dans une plaine alluviale où finalement il va se déplacer, déposer des matériaux, des graviers, des sables, des limons, des plages, se rétrécir un petit peu en période de sécheresse et reprendre cet espace plus tard avec une végétation qui va elle aussi respirer avec lui. On parlerait aujourd'hui de liberté conditionnelle, parce que cette liberté qu'on décrit là du cours d'eau naturel, elle est plus possible dans une majeure partie des plaines en Suisse et d'une manière générale autour de nous, parce qu'on a construit dans ces plaines. Il s'agit donc aujourd'hui de répondre à cette double question. Comment sécuriser ce qu'on a construit sur lequel on ne va pas pouvoir donner de la place aux cours d'eau, et comment en parallèle retrouver de l'espace pour les cours d'eau pour qu'ils puissent jouer cette fonction sécuritaire et en même temps avoir cet espace de liberté et de respiration conditionnel, puisqu'il va rester bloqué dans 2 digues qui sont sûres, sécurisées et qui permettent d'éviter des risques pour la population alentour. La mémoire s'efface relativement vite. Je pense qu'en l'espace de 5 ou 7 ans, les gens oublient qu'il y a eu quelque chose. Lorsqu'il y a une catastrophe, on reconstruit plus beau qu'avant, donc les gens ont un très bon sentiment. Et ensuite, on a à nouveau tendance à reconstruire proche des cours d'eau. Si on imagine que la Saltina, il y a 1 siècle et demi en arrière, faisait 50 mètres de large, il y avait un pont à 3 arches à l'époque ici, et puis maintenant on a cette pauvre Saltina, je dirais, qui fait 10-15 mètres de large. C'est bien dû au fait également que la mémoire disparaît. Et pour moi, les grandes catastrophes, si vous voulez, ce n'est pas les périodes où il y a beaucoup de crues, mais c'est au contraire les périodes où il n'y a pas de crues, parce que les gens oublient, et il faut vraiment réactiver cette mémoire-là et l'entretenir dans le futur. À la fin du XXe siècle, la Confédération a demandé à exiger des cantons qui réalisent des cartes des dangers naturels. Alors 3 types de dangers, les glissements de terrain, les avalanches et protection contre les crues, inondations. On a identifié plusieurs endroits à Genève qui étaient des endroits à problème avec des zones de danger essentiellement moyens, danger bleu, ce qui veut dire des vitesses d'eau de 1 mètre seconde, des hauteurs d'eau jusqu'à 1,50 m. Et les secteurs qu'on a identifiés au début, c'était effectivement le village de Lully, d'où le lancement du projet de renaturation de l'air. Mais de nouveau, avec cette logique, on est sur des tronçons qui avaient déjà été canalisés. On ne remonte pas les hauteurs du canal, mais on va redonner de la place au cours d'eau pour étaler ces crues majeures. C'était ça la logique. Les outils pour lutter contre les crues sont limités. Carte de danger, système d'alerte, mais aussi renaturation des cours d'eau. L'Aire, cette rivière à l'origine des inondations de Lully, a été canalisée au début du siècle passé. Aujourd'hui, sa partie amont a été renaturée. Les eaux peuvent désormais déborder sans occasionner trop de dégâts. Un gros chantier encore en cours, le 2e plus important de Suisse romande après celui du Rhône. La Confédération consacre chaque année 165 millions de francs pour lutter contre les crues, avec l'espoir non pas de les éliminer, mais de limiter les conséquences sur l'homme et les biens. Pour la 3e correction du Rhône, on parle d'un raménagement pratiquement complet du fleuve de Gletsch au Léman. 160 km, 2 cantons, canton de Vaud, propriétaire du fleuve sur les derniers 30 km à l'amont du lac, 80 communes riveraines, un travail à tous les échelons politiques, communes, cantons, confédération qui fait la haute supervision de ce dossier, une échelle temporelle pour les travaux de 30 à 50 ans et déjà une vingtaine ou une trentaine d'années de débats, discussions et variantes pour échafauder le projet qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre en œuvre. On a toujours, au cours de ces corrections du Rhône, comme d'une manière générale, on a toujours cherché la meilleure solution possible avec les connaissances qu'on avait, les moyens technologiques. La première correction du Rhône s'est faite à la pelle et la brouette. On a creusé ce cours d'eau, monté quelques petites digues d'1,50 m de haut pour assécher la plaine et favoriser l'arrivée du chemin de fer. Avec la 2e correction du Rhône, on s'est rendu compte, dans l'intervalle, après les travaux de la première, que finalement ce Rhône avait tendance à monter parce qu'il y avait des matériaux qui venaient des affluents qui se déposaient dans cette plaine.
tout naturellement, la solution qu'on a trouvée, c'est d'aller prendre ces matériaux avec des grandes machines, des dragues, et de les déposer sur les bords du cours d'eau. C'était la meilleure réponse, mais aujourd'hui on se trouve avec un système où on a des digues qui sont hautes, qui sont fragiles, qui peuvent lâcher, qui mesurent 4 mètres, 4 mètres 50 de haut. Et en cas d'inondation, de rupture de ces digues, il y a l'eau qui va passer dans la plaine, qui est en contrebas du cours d'eau. Finalement, un peu la situation des polders du nord de l'Europe, où on a une population qui est menacée par des profondeurs d'eau importantes en cas de débordement ou d'inondation du Rhône. Cette idée d'élargir les cours d'eau, de leur donner plus de place, est quelque chose qui est inscrit dans les bases légales au niveau fédéral. C'est un trend général en Suisse, c'est un trend général en Europe, avec peut-être une différence, c'est la pression sur le territoire. En Suisse, on a une pression territoriale qui est très importante. Chaque mètre carré est investi, cultivé. Si on va en France, si on va en Italie, on voit bien que les cours d'eau ont déjà plus de place qu'aujourd'hui chez nous. Parce que les villages sont plus loin, parce qu'il y a de l'espace, des fois inculte, ce qu'on ne peut pas se permettre en Suisse. Il y a des espaces incultes, non occupés, entre les cours d'eau qui ont aujourd'hui déjà plus de place. Alors les difficultés pour monter des projets de revitalisation, de renaturation de cours d'eau, elles sont de deux ordres. Le premier, il sera bien sûr financier, puisque ce sont en général les travaux conséquents qui se chiffrent en millions. Et la deuxième difficulté, c'est quand vous voulez redonner de l'espace à la rivière, puisqu'elle avait été canalisée justement pour gagner de l'espace pour l'urbanisation, pour l'agriculture, ces terrains, il faut bien les prendre à quelqu'un. Et là, moi, c'est ce que j'appelle la guerre de l'espace. Mais justement, ça ne doit pas être la guerre. Il faut être capable de discuter, de négocier avec les propriétaires. En l'occurrence, ici au bord de l'Aire, sur l'ensemble du projet qui fait un peu plus de 4 km de longueur, on avait affaire à 65 propriétaires différents qu'il a fallu convaincre de nous lâcher les bouts de terrain pour redonner cet espace à la rivière. Le Valais a subi au cours de ces dernières années une succession d'événements graves. En 87, il y a eu la tragédie de Münster, en 93, Brigue, et en 2000, Gondo, avec ses 16 morts. Que ce soit en Valais ou ailleurs, cette répétition de catastrophes s'est produite alors que les températures sont régulièrement supérieures à la normale. Y a-t-il dès lors un lien entre ces crues et un réchauffement du climat ? On va vers un renforcement du cycle de l'eau et vers des précipitations qui sont de plus en plus fréquemment très intenses, mais aussi des périodes de sécheresse qui sont plus fréquentes. On ne peut jamais dire qu'une crue, une inondation, une situation de forte précipitation soit directement liée au réchauffement climatique. Jamais. En revanche, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que ce type d'événement est en train de devenir de plus en plus fréquent et va devenir de plus en plus fréquent à l'avenir. Pour l'instant, on remarque une augmentation de ce type d'événement en automne et en hiver. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question de savoir quelle est la crue de demain, la crue qui va arriver avec ce changement climatique. Il y a différentes approches possibles. Au niveau européen, par exemple, la discussion a amené à la conclusion de dire on va prendre nos débits qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on a pu statistiser, mesurer ces 100 dernières années. Il y a beaucoup de stations de mesure en Suisse et en Europe sur les cours d'eau. Et on va rajouter 20%. On va rajouter 20% à la crue majeure qu'on connaît. Et on va prendre cette crue pour redimensionner nos cours d'eau et comme ça on sera protégé pour le futur. En Suisse, on a une approche plus fine. En Suisse, on a une approche de ce qu'on appelle un risque résiduel. C'est-à-dire qu'on considère la quantité d'eau qui va arriver comme une incertitude. Et c'est une vérité absolue. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire un cours d'eau résilient. On va construire un cours d'eau robuste.
Un cours d'eau qui est capable d'encaisser la crue qu'on connaît aujourd'hui, peut-être avec 10, 15, 20% de débit en plus, en toute sécurité. Mais surtout, on va prévoir le pire. Si vous avez dimensionné un cours d'eau pour une crue qui vaut 100 mètres cubes par seconde, et qu'après il y a 120 mètres cubes par seconde qui arrivent, automatiquement cette crue elle va déborder, passer par-dessus la digue et rompre la digue. Parce que la digue elle n'est pas prévue pour être submergée. Parce qu'une digue c'est fragile, s'il y a de l'eau qui coule dessus, elle va casser. Le système suisse prévoit de gérer ce risque résiduel en disant s'il y a 120 mètres cubes par seconde, oui ça va déborder, mais je vais organiser le débordement sur un secteur où ma digue sera renforcée, où à l'intérieur de la digue il y aura des blocs, et si l'eau doit passer par-dessus cette digue là, parce que c'est la plus basse sur un secteur, il n'y aura que ces 20 cm de trop qui vont déborder et passer dans la plaine. Donc face à une incertitude, combien il y a de débit, on a une conséquence qui est faible. Parce que la conséquence, c'est un peu d'eau dans la plaine qu'on va essayer de mettre dans les secteurs où il y a le moins possible de dégâts potentiels. Mais si on n'ose pas avoir le courage de se dire qu'on ne connaît pas ce débit, on va faire l'erreur, le péché d'orgueil de dire la crue c'est ça, elle s'arrête là, la digue est ici et elle est insubmersible. Et ça, malheureusement, les statistiques et l'historique le prouvent, c'est faux. Donc un peu de modestie, intégrons ce risque résiduel, qu'il soit lié au changement climatique ou autre chose.